Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de la médiation. L'Angola jette l'éponge. La présidence de l'Angola a annoncé ce lundi 24 mars se concentrer sur de nouvelles priorités après plus de 2 ans de gestion de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et les nombreux échecs connus dans la tentative de faire asseoir autour d'une même table les responsables congolais et rwandais. On sait que la semaine dernière, on attendait de voir les délégués des deux pays à Luanda en Angola et à la grande surprise, on annonce une rencontre en tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha au Qatar. Est-ce l'élément déclencheur de cette prise de cette décision pour l'Angola? Difficile pour le moment de le dire, mais le pays veut se concentrer sur d'autres priorités continentales. L'Angola jette finalement l'éponge dans la gestion de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Maoulolo Samson Alidja. João Lourenço était celui qui devrait normalement permettre à Paul Kagame et Félix Tshisekedi de discuter, de trouver une solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, ou carrément à Félix Tshisekedi et aux dirigeants de la FCM23. Finalement, c'est l'émir du Qatar qui aura permis quand même cette rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Quelques jours après, l'Angola annonce jeter l'éponge. Oui, je pense, bon, il n'y a eu aucune déclaration officielle en ce sens, mais je pense que l'exécutif angolais a vécu cela comme un affront lorsqu'on a œuvré pendant près d'une année à mettre ensemble deux belligérants et que finalement ils décident de ne pas se présenter. On les voit dans un pays qui n'est même pas un pays africain, aller s'asseoir en face à face et conclure d'un certain nombre de préaccords par rapport à la fin des combats dans cette zone du pays. C'est tout à fait normal que João Lourenço le prenne très mal et décide donc de se retirer parce qu'on dirait bien que tous ses efforts ne sont pas vraiment reconnus et qu'il est inutile dans ce processus-là. Et il a clairement dit que l'Angola souhaitait maintenant se consacrer à des projets plus sérieux, en guillemets, par exemple comme les questions économiques, les questions d'infrastructure à l'échelle continentale, et que le pays allait maintenant voir avec l'Union africaine quel autre pays africain pourrait prendre ce dossier-là en main et faire asseoir les deux belligérants pour pouvoir trouver un accord de paix. Il faut dire que cette décision intervient à une période où le Rwanda vient d'annoncer justement qu'elle allait retirer ses troupes de la localité de Walikale, qu'elle a récemment prise plutôt aux forces congolaises en signe de respect de l'accord signé au Qatar. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses et c'est quand même assez dommage que, alors qu'on essaie de trouver une solution africaine à un problème africain, finalement, d'autres personnes disent que c'est la diplomatie de l'argent, d'autres personnes disent que c'est la diplomatie de couloir, je ne saurais quoi le dire, mais que ce soit finalement le Qatar qui arrive à faire asseoir ces deux personnes, on peut se poser des questions sur à la fois les moyens mobilisés par l'Union africaine et aussi sur le véritable engagement des deux parties à mettre fin au combat. Oui, Thierry, vous savez, je crois on disait la semaine passée que les sanctions de l'Union européenne allaient faire bouger les choses. Vous avez vu qu'il a fallu qu'on sanctionne des deux côtés ou des trois côtés le M23, le Rwanda et la RDC, et que les lignes ont commencé par bouger. Et qui parle du Qatar parle forcément des États-Unis. Et vous avez vu quand les puissances occidentales ont commencé parce que c'est ce qui se passe en RDC, c'est une guerre par procuration. On sait qu'il y a plusieurs intérêts dans ce pays-là et les uns les autres soutiennent un camp en fonction de leurs intérêts. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et ce qui est regrettable, c'est que
à ce rendez-vous du Qatar, l'Union africaine n'était même pas invitée. C'est un peu comme ce qui se passe actuellement concernant le cas ukrainien, où les Européens s'agitent, mais on ne les calcule même pas, on ne les régale pas. Les discussions, ça se passe entre les Russes et les Américains, et à la limite avec les Ukrainiens. Donc, l'Europe est écartée. Donc, ce qui s'est passé la semaine passée, c'est les États-Unis, à travers le Qatar, qui a repris le dossier en main. Et vous avez vu que l'Angola s'est vite aligné en retirant ses troupes. J'ose croire que dans les jours à venir, beaucoup d'autres choses vont se passer, les lignes vont continuer par bouger pour qu'on puisse mettre fin, s'il le faut, définitivement à cette crise-là. Parce que aujourd'hui, je crois, les Angolais et les Américains sont intéressés par beaucoup plus le sous-sol congolais, et ils discutent directement avec le pouvoir de Kinshasa. Et de l'autre côté, c'est les Européens qui, à travers Kigali, s'intéressent au sous-sol congolais. Donc voilà la situation, voilà la réalité. Alors l'Angola a vite fait de jeter de tout abandonner, parce que finalement le président a compris que ça ne sert à rien de perdre le temps dans des discussions ou dans des négociations qui ne vont pas aboutir. C'est pour cela, à la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères des deux regroupements SADC et AEC, et je disais que leur feuille de route là ne va servir à rien. Eux, ils sont là à ne recenser que les choses. Mais ceux qui décident ou ceux qui veulent que ça avance véritablement sont ailleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais c'est regrettable que les problèmes africains ne peuvent pas trouver de solution en Afrique, et qu'il faut l'exporter, si je peux m'exprimer ainsi, à l'étranger avant qu'on ne trouve solution. Louis Kamako, après 2 ans de tentatives, l'Angola décide de jeter l'éponge et de se concentrer sur d'autres objectifs, puisque finalement, on n'a pas pu obtenir ce dialogue tant voulu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et quand on sait qu'il y a de cela juste quelques jours, le Qatar a pu bien le faire en rassemblant pour une discussion tripartite le Rwanda, la RDC et justement le Qatar qui a pris part à cette négociation. Oui, justement, parce qu'arrivé à un moment donné, Luanda a compris qu'il ne peut pas être éternellement la 5e roue du carrosse. Parce que je l'ai dit ici qu'il y a une initiative, il y a une volonté, il y a un engagement en fait de l'Union africaine à résoudre ce problème africain, à trouver une solution africaine à un problème africain. Mais sauf qu'en face, l'institution a en face d'elle des belligérants qui sont des durs à cul, des belligérants qui ont des agendas cachés les uns les autres, parce qu'à chaque fois, tout se verse dans ce qu'on peut appeler surenchère, avec des préalables qui justement dépassent l'entendement de l'être humain. Et donc vous l'avez vu qu'à un moment donné, le président, ou bien l'Union africaine, ou bien l'actuel président de l'Union africaine a compris que c'est un jeu de ping-pong que les deux belligérants sont en train de jouer, et qu'à un moment donné, il faut justement sortir de là. Il faut sortir de là aussi, parce qu'à un moment donné, les deux ont justement posé le lapin à un facilitateur comme le président angolais, et ils se sont transportés chez le dirigeant qatari. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Les deux belligérants ont trouvé qu'il fallait justement un processus fusionné, parce que quand vous voyez aujourd'hui, Qatar en réalité ne constitue pas un nouveau cadre de discussion, mais Qatar va plutôt capitaliser les discussions issues en fait du sommet SADC et AEC. Donc ça veut dire que Qatar ne vient que travailler sur ce qui a été déjà fait, sur les bases qui ont déjà été posées par l'Union africaine. Donc je crois que nous pouvons nous dire sans nous tromper qu'aujourd'hui, Luanda a bien fait justement de jeter l'éponge, parce que
Les deux belligérants ont trouvé mieux ailleurs. Ils ont décidé de leur facilitateur, ils en ont trouvé. Et comme Thierry le disait tout à l'heure, c'est une guerre par procuration. Et donc, quand vous parlez de Qatar, vous parlez des États-Unis. Et donc, dès que les États-Unis ont tapé du poing sur la table, les deux ont compris qu'il fallait justement écouter pour mettre fin à cette crise-là. Mais malheureusement, ça démontre combien de fois nous avons des présidents africains qui veulent justement rester éternellement au bord en fait de l'Occident, au bord des puissances étrangères. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a noté tous la volonté en fait de l'Union européenne de vouloir trouver une solution à cette crise-là. Mais malheureusement, les uns les autres ne l'ont pas permis. Et ça aussi aujourd'hui, voir les deux présidents en fait s'asseoir autour des dirigeants qataris prouve à suffisance que on n'est souvent pas honnête envers nous-mêmes. On n'est souvent pas envers nous-mêmes parce que quand vous voyez tout ce qui se disait depuis le déclenchement de cette crise-là au niveau de Kigali, vous avez Paul Kagame qui a toujours nié de n'être mêlé ni de près ni de loin à cette crise-là. Vous avez également le président congolais Tshisekedi même qui était d'abord tout friand, qui était très actif et disait qu'il était même prêt à rentrer en guerre contre Kigali dès qu'il va attendre une âme crépitée, mais ça n'a pas été le cas. Donc voir aujourd'hui ces deux présidents-là autour d'une même table prouve à suffisance qu'en réalité, les uns les autres n'ont pas été honnêtes. Donc je crois que ce qui a lieu de dire, et ce dont on peut se réjouir, c'est que nous tendons vers la résolution de cette crise-là. Nous tendons vers la résolution de cette crise parce que les décideurs ont enfin décidé de mettre fin à la crise. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de notable, c'est quelque chose de positif auquel on peut s'en réjouir. Est-ce que je reviens à vous alors, Maouloulou Samson Alidja, tout le monde est d'accord que quelque part il y a eu un atout, quelque chose qui aurait joué à l'avantage du Qatar pour pouvoir faire discuter les deux dirigeants. Mais est-ce que cela ne constitue pas aujourd'hui un fâcheux antécédent dans la résolution des conflits sur le continent? Parce que l'Angola a été désigné quand même par l'Union africaine pour mener cette négociation et le pays s'attelle depuis plus de 2 ans maintenant à le faire. Et que, bon, je ne sais pas depuis combien d'années le Qatar a commencé par... Mais comment vous parlez d'années? D'heures, il faut parler d'heures, voire de jours. Est-ce que ça ne constitue pas aujourd'hui un fâcheux antécédent dans la résolution des conflits sur le continent? Vous savez, l'Union africaine, c'est un peu comme la CEDEAO. Lorsqu'une organisation n'est pas financée par ses membres, elle fait ce que ses maîtres et ses financeurs lui disent de faire. L'Union africaine est financée majoritairement par les États-Unis et par l'Union européenne. Donc, à un moment donné, je pense que mon collègue Thierry l'a très bien dit, lorsqu'on voit que les conflits, le problème ukrainien se règle maintenant à Riyad et que le problème congolais se règle à Doha, on voit clairement la main des États-Unis derrière. Donc, ce n'est pas... Si l'Union africaine veut avoir les moyens de sa politique, je pense que les États doivent déjà commencer par cotiser. Cotiser au moins votre part pour que l'organisation soit autonome financièrement et ne dépende plus des maîtres occidentaux qui financent. Maintenant, tout à l'heure, Louis a dit quelque chose d'intéressant. Louis a dit qu'il voit là un début de résolution de conflit. Ouais, j'aurais aimé partager cet optimisme-là, mais l'administration Trump, c'est 4 ans. Et après 4 ans, il n'est pas sûr que son dauphin puisse remporter les prochaines élections. Donc si c'était un agenda purement Trump, il est tout à fait possible qu'après les 4 ans, si le Congo et le Rwanda n'arrivent pas à renforcer leurs liens, à capitaliser sur les accords et à construire quelque chose de nouveau et de solide, les armes vont à nouveau crépiter. Et n'oublions pas, ce n'est pas le M23 qui est le seul groupe rebelle dans la zone. Il y a plus d'une centaine de groupes rebelles. Et tant que ces groupes-là seront toujours maintenus hors des négociations, des discussions, et qu'on va juste voir le M23 et l'État congolais, il y aura une paix, mais elle sera malheureusement de courte durée. Oui, sauf que on ne médiatise pas à outrance les autres groupes. Les autres groupes. C'est tout le... on ne médiatise pas à outrance. Entre-temps, on avait tellement médiatisé les ADF, puisqu'ils étaient qui sont toujours là. Qui sont toujours là. Je crois que tous ces conflits-là où tous ces rebelles ont des implications en Rwanda, je me dis personnellement, si
on arrive à trouver une solution ou des solutions au cas M23, cela va de soi à ce que pour les autres groupes aussi, on puisse trouver de solutions. La plupart des groupes, oui, mais les ADF, par exemple, sont clairement basés à la fois en Ouganda et en RDC. Et comment appelle-t-on, le président Museveni dit qu'il est justement en RDC pour pouvoir aider à combattre les ADF. Il n'est membre d'aucune négociation actuellement, mais on sait que quand même que Kagame, c'est le fils spirituel et politique de Museveni. Donc, il est possible qu'on trouve un accord, mais si l'accord n'est pas un accord largement inclusif, cet accord risque d'être de courte durée. Non, je crois que les discussions entamées au Qatar, vous avez vu que après il n'y a pas de communication. On a juste montré des photos de personnes assises en face d'une personne. C'est seulement. Il y a eu un communiqué conjoint. Un communiqué conjoint, mais il n'y a pas de communication. Les conclusions, les accords n'ont pas été rendus publics, en fait. On ne sait pas de quoi ils ont parlé. Voilà, qui ne dit pas explicitement de quoi il était question. Alors Thierry, répondez clairement à la question. Est-ce que le fait que ces deux pays ne se présentent pas à Luanda et qu'on les annonce le même jour à Doha ne constitue pas un antécédent qui pourra malheureusement jouer dans la gestion des conflits sur le continent? Non, ça a été toujours le cas. Quand vous prenez la crise à l'époque en Côte d'Ivoire, vous avez vu, c'était Marcoussi. Oui. Les discussions, c'était en France. Parce que alors que Thabo Mbeki avait mandat de l'Union africaine. C'était impliqué. Oui, on avait envoyé le président kenyan. À un moment donné même, il avait regretté ce qui a été fait à Laurent Gbagbo. C'est pour dire que ça a été toujours, depuis la nuit des temps, ça a été toujours ainsi. C'est celui qui décide. Voilà, c'est pour cela que nous les Africains, nous devons comprendre. D'ailleurs, des fois, ces conflits-là, quand vous rentrez dedans, vous vous demandez qu'est-ce que les uns et les autres cherchent. C'est aussi ça. Tout cela, des fois, est lié aux questions de gouvernance, est lié aux questions politiques, est lié aux questions de religion, aux questions d'ethnie et autres là. Donc, si dans nos pays, nous fixons les règles de jeu et que les uns et les autres les observent, les respectent, des fois, on peut éviter ces problèmes-là, ces trucs-là inutiles. Aujourd'hui, le Rwanda est ce qu'il est parce que il puise depuis la RDC. Et si aujourd'hui, tout le monde parle en bien du Rwanda et tout, ben, les Rwandais eux-mêmes, quand ils sortent de leur pays, ils ne disent pas tout le bien, ils ne disent pas tout le bien que les autres disent de leur pays. C'est aussi là le débat. Donc, c'est les Congolais qui doivent... Moi, je souhaiterais, pendant qu'on continue cette discussion, qu'on puisse penser en même temps à la restructuration de l'armée congolaise. Ça aussi, c'est très important. Merci beaucoup à vous, Thierry Afandoukoé. Louis Kamako, notre interrogation, c'est que Luanda s'estimait être... normalement le théâtre de la résolution, ou du moins de la solution idoine pour ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, à la grande surprise des autorités angolaises. C'est Doha qui a ravi la vedette en présentant des photos officielles de la rencontre entre Kagame et Tshisekedi. Est-ce que cela ne risque pas de peser malheureusement lourd dans l'avenir des résolutions des conflits sur le continent? Non, ce que nous disons, c'est que Qatar s'est toujours montré intéressé par la résolution de la crise qui sévit dans l'est de la RDC, bien sûr, mais il n'y a pas eu de communication officielle sur le fait que le Qatar ait engagé des démarches pour convoquer ou bien inviter ces deux dirigeants à se rencontrer à Doha. Non, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Il y a des couloirs diplomatiques qui ont peut-être été sondés, qui ont été activés à un moment donné, qu'on n'a pas besoin de communiquer là-dessus. Mais quand vous voyez la situation, je crois qu'arrivé à un moment, les deux présidents étaient au bord de la rupture. Vous avez le M23 qui continuait pas à gagner du terrain en février, ou bien en janvier. Goma, le M23 a pris Goma. En février, Bukavu également tombé entre les mains du M23.
Et donc, le M23 ne cessait de progresser sur le terrain. Et donc, ça veut dire que c'est le M23 qui contrôle la situation. Et que si rien n'est fait, ces rebelles-là vont continuer justement par massacrer les pauvres populations congolaises. Et à côté, vous avez des sanctions qui continuaient de pleuvoir, qui tombaient justement sur le M23. Donc, à un moment donné, les deux pays ou bien les deux belligérants étaient pris entre le marteau et l'enclume. Surtout Kagame, c'est lui qui imposait le fait qu'on doit associer le M23 aux discussions. Mais la dernière fois, il n'a plus bronché là-dessus. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tous ont dos au mur et ils ont justement d'arriver à une table de s'asseoir autour d'une table de négociation pour justement trouver les solutions. Là n'est pas le problème, c'est le lieu de la négociation qui pose problème. Pourquoi ne pas aller à Luanda? Et pourquoi, justement, pour ne pas aller à Luanda? Parce que vous avez un président rwandais, Paul Kagame, qui n'aspire pas confiance à un État comme l'AEC. Et également, vous avez à côté Tshisekedi qui n'a pas confiance à la SADC. Donc, ça veut dire que les deux institutions, en réalité, sont mal placées, selon les belligérants, pour régler cette crise-là. À Doha, ils pensent que le gouvernement... Mugabe qui ne faisait pas confiance aussi à Joao Lorenzo. À la neutralité, en fait, des autorités qataries. Donc, je crois que c'est pour ça que je dis que pour eux, pour les deux belligérants, au départ, la SADC et l'AEC sont disqualifiés justement pour jouer le rôle de facilitateur ou bien le rôle de médiateur. Et pourtant, ils ne l'ont pas dit. Pardon? Et pourtant, ils ne l'ont pas dit. Ils ne vont pas le dire. Je vous rappelle. Ils ne vont pas le dire, mais ils continueront pas à vous faire rouler dans la farine. Mais je vous rappelle qu'officiellement, Paul Kagame a soutenu les initiatives du sommet conjoint de la SADC et de l'EAC, a appelé à aller dans cette direction. Voilà. Parce qu'il sait que justement, ils vont rouler les gens. En réalité, c'est ça leur ressenti. En fait, les deux présidents n'avaient pas confiance aux institutions les unes après les autres. Donc, ils ne peuvent pas l'exprimer comme ça tout dru. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers le gouvernement qatari. Donc, je crois que on aurait pu justement comprendre la situation depuis longtemps et on aurait pu éviter beaucoup de temps perdu. Ça ne risque pas de... Ma préoccupation est-ce qu'à l'avenir, ça ne risque pas d'être un cas d'école? Un cas d'école, dans quel sens? Dans le mauvais sens, bien sûr. Oui, bien sûr que ça va servir de cas d'école, en fait, aux uns les autres. Mais comme je l'ai dit, je pense que le Qatar ne fait pas, le Doha ne fait pas cette négociation-là pour ses beaux yeux. Lui aussi aura justement sa part du gâteau. C'est pour ça qu'il revient encore sur la question que cette guerre-là, c'est une guerre de procuration et tout le monde veut justement tirer le drap de son côté. Merci beaucoup. Moi, je pense que ça sera assez vite oublié. Vous vous rappelez, en 2005 au Togo, Obasanjo était au four et au moulin, mais finalement, c'est à San Egidio que tout s'est réglé. Donc, c'est des choses qui se passent en Afrique depuis fort longtemps. Et vous pensez que les Togolais l'ont oublié? Je crois même dans cette affaire-là, mandat a été donné à Obasanjo et à d'autres. Oui, Obasanjo pas il a beaucoup déplacé, mais finalement, c'est à San Egidio, au bord d'une piscine. Tout a été réglé. Donc, ça n'existe pas depuis longtemps en Afrique. Les gens oublient ça rapidement. Et puis bon, ça se répète toujours. Le conflit soit réglé de la bonne manière. Peu importe ce qui finalement arrive à régler. Si c'est à Doha, il y a la solution. Alors à Doha. On va aller bien sûr à Doha. Apparemment, les voies sont déjà balisées pour aller à Doha. Mais est-ce qu'il y a réellement la solution à Doha? Oui, je crois bien. Vous croyez en la sincérité des discussions à Doha? Derrière Doha, il y a les États-Unis. Bien sûr qu'il y a la solution à Doha. Doha, c'est la meilleure. Donc il y a espoir qu'on espère qu'il y a la solution. La preuve est là. Kigali a commencé par retirer ses troupes des villes conquises, ce qui n'était pas encore possible il y a encore quelques jours. C'est-à-dire ils ont retiré des troupes des villes qu'ils ont conquises. Ah oui. En disant qu'ils allaient continuer par faire pareil en vertu de l'accord conclu à Doha. Voilà. C'est un accord secret. Et donc il y a de l'espoir. Exactement. Ah oui. Donc alors tout ça doit décider de mettre fin à cette crise-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.